Salut Nicolas, merci à toi de nous recevoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es directeur général chez Neoline Marketing. Tu peux un peu nous parler de ce qu'est Neoline, de tes différents projets, tes tâches quotidiennes? Alors, du coup, pour répondre à ta question, Neoline Marketing, aujourd'hui, donc c'est une agence, comme le nom le dit, de marketing, même si au final, ces dernières semaines et ces derniers mois surtout, on a pris un peu un tournant où aujourd'hui, en fin de compte, notre cœur de métier vraiment et notre force, ça va être dans la construction et le fait de bâtir ou de rénover des images de marque. Donc autour de l'image de marque à proprement parler, on va pouvoir faire donc, de l'accompagnement, c'est-à-dire à travers du consulting, pour aider justement les entreprises et les entrepreneurs qui ont besoin donc soit de définir, soit un peu de redynamiser leur image. Parce que c'est pas forcément évident quand on a bossé sur un projet pendant longtemps ou quand on bosse dans une entreprise depuis longtemps sur le projet, de savoir, en fait, on a plein d'idées, mais parfois c'est un peu difficile de savoir mettre des mots, de savoir mettre des images dessus. Et nous, c'est ce qu'on va aider principalement à faire. En plus de l'accompagnement et donc du consulting, ça va donc de la création de logos, de chartes graphiques, de photos, vidéos, sites internet, et même dans un second temps, pourquoi pas, de publicité, de campagne publicitaire, voire d'événementiel. Donc de base, j'étais uniquement donc consultant sur justement cette partie déjà construction de marque et d'image de marque. Et aujourd'hui, voilà, donc mon rôle, c'est de manager d'une manière générale les équipes qu'on a, même si je suis moins impliqué avec les équipes commerciales, parce qu'aujourd'hui, donc, nos collaborateurs, ils se séparent un peu en deux pôles. Il va y avoir le pôle commercial et on va avoir un pôle plus projet et production, donc là qui va se charger de délivrer les prestations auprès des clients. Donc c'est composé de graphistes, de chargés de projet, de designers web, de techniciens, de photographes, etc. Donc voilà, moi je vais plus manager cette partie-là parce que mon associé, donc Djibril Mara, et qui lui est le fondateur de l'agence, est plus spécialisé sur la partie vente et commercialisation. Donc lui, il va plus gérer cette partie-là, effectivement. Et, euh, et moi, je vais plus m'occuper donc de la partie projet, production. En fait, tu as gravi les échelons à l'intérieur de la boîte. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous dire comment tu as intégré la boîte? C'est assez drôle comme anecdote. Alors savoir, j'étais pas tout seul, on était deux, donc avec Anthony Boussoir, qui est par ailleurs mon associé sur un autre projet. Mais on a rejoint donc Neoline Marketing en même temps. L'agence avait, je crois, 1 ou 2 mois officiels d'existence, donc c'était vraiment les tout débuts. Et donc c'est vrai que comme on a rejoint, l'anecdote est assez drôle parce que c'est pas commun pour les personnes qui verront l'interview. C'est plus comme ça qu'on rejoint Neoline Marketing aujourd'hui. Voilà, désolé. Mais, mais en gros, on connaissait tous les deux, enfin surtout Anthony, mais on connaissait Djibril d'avant. Nous, on avait pour objectif de se lancer dans donc, tout ce qui va être effectivement marketing, développement d'image de marque en tant que consultant. On voulait en discuter avec Djibril parce que vu on le connaissait un peu et puis on savait qu'il avait lancé cette agence, on voulait avoir un peu son point de vue sur comment est-ce qu'on pouvait se positionner sur le marché, etc. Au final, donc, il nous a reçus, donc pas dans ce bureau-là, dans celui qui est juste à côté, ici donc à Neoline Marketing. Un soir, il était je crois 22h30 ou 23h et on est resté à discuter peut-être 2 ou 3 heures. Et en fin de compte, dès le lendemain matin, on était là, donc dans le bureau d'à côté, à bosser au sein de Neoline. Donc dans un premier temps, effectivement, on était donc comme on l'avait prévu uniquement consultant. C'est-à-dire qu'on s'occupait de tout, on allait chercher nos clients, on faisait les prestations nous-mêmes et voilà, c'était tout. Et puis après, à côté de ça, Djibril, lui, a commencé à développer l'équipe et donc au fur et à mesure, dans les bureaux, il y avait de plus en plus de monde. Nous, on était toujours spécialisés dans notre domaine d'activité. On s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'ils faisaient au quotidien, ça nous intéressait aussi. Et puis surtout, il y avait un match, une fusion possible avec nous, notre activité un petit peu en solo. Et donc voilà, petit à petit, ça s'est fait un peu naturellement. On a commencé donc à faire des prestations communes, à travailler sur d'autres projets, donc sur des clients qui étaient de base donc vraiment par Djibril et son équipe. Anthony, lui, ça fait maintenant 1 an qu'il a pris une autre direction en fait, parce que voilà, c'est un choix personnel, un choix de vie. Il avait envie de faire autre chose tout simplement pour pouvoir s'épanouir. Donc du coup, voilà, lui a fait ce choix-là. Moi, j'ai fait le choix de rester parce que tout simplement ça me plaisait et c'est ce que j'ai envie de faire et toujours envie de faire. Et donc du coup, voilà, avec Djibril, on a commencé à avoir vraiment de plus en plus de synergie, de plus en plus à réfléchir ensemble sur les process internes de l'agence, sur le futur de l'agence, sur le recrutement, etc. Et puis voilà. Et puis donc là, jusqu'à récemment, jusqu'à il y a 1 mois maintenant,
Djibril, en fin de compte, lui a eu l'occasion de bien réfléchir sur sa situation aussi. Il s'est vu que il avait envie de prendre un peu plus de recul en fait sur la gestion quotidienne de l'agence. Lui avait plutôt envie de prendre du recul et de vraiment voilà, se focaliser sur la partie vente et commercialisation parce que de base c'est son métier, de base c'est ce qu'il aime le plus et là où il est le plus performant. Donc il avait vraiment envie à cœur de faire ça. Donc du coup voilà, il s'est spécialisé là-dessus. Il m'a dit bah écoute, moi je pense que tu es la personne la plus à même pour pouvoir gérer l'agence donc en tant que directeur général au quotidien, comme finalement je le faisais déjà depuis quelques temps de manière inconsciente. Et donc il s'est dit bah voilà, pourquoi pas formaliser les choses. En fait, tu as fait une progression assez rapide. Pour certains, ça ne sera peut-être pas rapide, pour d'autres, ça peut l'être. Comment tu peux expliquer cette progression? Comme tu l'as dit, ça fait 2 ans, donc ouais, on peut dire que c'est rapide pour arriver à ce niveau-là ou pas rapide, effectivement, voilà, ça dépendra du point de vue de chacun et de l'expérience de chacun. Ce qui a rendu ça possible, franchement et très sincèrement, c'est le cadre, en fait. C'est Neoline Marketing à proprement parler et la façon dont les choses, je pense, ont été envisagées dès le début. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, en tout cas, c'est-à-dire que nous, on ne se fixe pas de limite. Quelqu'un qui est vraiment motivé et qui a du potentiel et qui fait correctement son travail, qui a un savoir-vivre, qui sait bien s'intégrer au sein d'une équipe, etc. Chez nous, on se dit pas, bah voilà, il va rester. Si tu rentres au bas de l'échelle, tu vas pas forcément rentrer et rester et évoluer au bas de l'échelle. Nous, le but, c'est que chacun puisse s'épanouir et en fonction des compétences de chacun, trouver le poste qui va lui permettre de se stabiliser et d'être à la fois efficace et surtout heureux dans son travail. Donc voilà, je pense que ce qui a rendu ça possible, c'est un peu cette vision des choses. Pour moi, en tout cas, il n'y avait aucun plan de carrière. Je suis pas arrivé en me disant, bah en fait, moi, je veux être tout en haut. Franchement, non. Voire même pas du tout. Si, pour les gens qui me connaissent et les discussions qu'on avait il y a 2 ans, c'était bon, bah, je rejoins Neoline, je lance mon activité un peu de consultant, on verra ce que ça donne. C'était un peu ça. Il n'y avait pas de plan où je me dis, ou peut-être à la différence de quand on arrive dans un grand groupe, en fin de compte, où on se dit, bah voilà, je suis junior dans un grand groupe, mon but c'est à terme de manager une équipe ou, tu vois, savoir avoir ce genre de responsabilité-là. Moi, quand je suis arrivé ici, c'était pas du tout dans cette logique-là. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'aurais jamais cru ça et j'aurais peut-être même pas voulu en fin de compte, mais c'est l'évolution que ça a eu et aujourd'hui c'est le rôle dans lequel je me sens le mieux, où j'estime être le plus performant et surtout c'est le rôle qui correspond et qui convient à tout le monde. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience dans la mode? Est-ce qu'elle te sert aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Enfin, j'ai une expérience dans la mode et donc justement avec Anthony que j'ai déjà évoqué au cours de l'entretien. En fait, de base, on était 5 associés, donc ça fait maintenant longtemps puisqu'on était là pour le coup au tout début de nos études. On devait avoir, je crois, 17 ans ou 18 ans quand on a lancé donc une marque de vêtements qui s'appelle Family First Paris. Aujourd'hui, on n'est plus que 3 sur le projet. Parce que les 2 autres, pareil, un peu comme Anthony en fait au sein de Neoline, mais eux, donc pour d'autres raisons, au sein de Family First, ils ont décidé de partir vers autre chose parce que voilà, ils avaient d'autres envies, d'autres aspirations et plus forcément de temps à y consacrer. Là, la marque, elle est un petit peu en sommeil depuis 2 ans maintenant, bah, en fait, ce qui coïncide aussi avec notre arrivée chez Neoline. Bah, ce que je peux vous annoncer, du coup, exclusivité pour la source. Euh, euh, Family First va se relancer. Alors, c'était prévu pour 2020. Il y a eu le Covid entre-temps, donc là du coup, par rapport aux matières premières, par rapport aux fournisseurs, etc., on ne sait pas en termes de délai ce que ça va donner. Donc normalement, on devait se relancer en 2020, ce sera peut-être début 2021, mais en tout cas, ouais, il va y avoir du nouveau sur Family First, avec vraiment un concept fort qui sera mis en place, de nouvelles façons de produire, etc. Donc voilà, Family First va se relancer d'ici peu. Pour revenir en fait sur ton expérience, sur ta première expérience en tant qu'entrepreneur avec Family First, est-ce que tu peux par exemple, nous donner un ou deux aspects sur lesquels tu as grandi ou travaillé qui aujourd'hui te servent toujours? Il y en a beaucoup parce qu'on a commencé l'entrepreneuriat en étant très jeune, du coup, et en n'y connaissant strictement rien. Donc vraiment, on était novices et vraiment, moi, la principale valeur de cette expérience-là et qui me sert aujourd'hui, c'est sur l'expérience, en fait. C'est toutes les micro-erreurs et erreurs un peu plus importantes, finalement, qu'on a fait avec Family First, qui aujourd'hui me permettent de prendre du recul et d'anticiper, en fait, un peu plus et d'être moins dans la réaction par rapport à Neoline et puis par rapport à mon métier aussi de base, donc au quotidien avec nos clients. Voilà, il y a les 2 aspects. Il y a l'aspect métier à proprement parler, où bah, par rapport au marketing et à la communication, ça m'a fait beaucoup évoluer, ça m'a fait rencontrer des gens et qui me servent, et ces relations me servent encore aujourd'hui.
Et sur la partie entrepreneuriale à proprement parler, donc comment gérer une entreprise, quelles sont les démarches administratives à faire, bah pareil, ça du coup ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aussi. Ouais. Pour toi, c'est quoi un bon dirigeant? Je sais pas si aujourd'hui j'ai la prétention d'estimer que je suis un bon dirigeant et que j'ai les qualités pour être un bon dirigeant, en tout cas j'essaye. Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question-là parce que peut-être pas encore le recul nécessaire, mais en tout cas, euh, je pense que ce qu'il faut principalement, effectivement, on a parlé un peu d'anticipation et pas d'être trop dans la réaction. Je pense que c'est primordial. En fait, chaque micro-décision ou chaque même décision a un impact qui peut être colossal derrière. Puisqu'en fin de compte, là, effectivement, peut-être à la différence de Family First, où on est entre guillemets les seuls responsables de ce qu'on faisait de bien ou de pas bien, là, en fin de compte, quand on travaille sur un projet d'un client qui nous confie son identité visuelle, qui nous confie un site internet, il y a forcément plusieurs acteurs qui vont travailler. S'il y a un maillon de la chaîne qui est défectueux ou qui fait mal son travail, bah, il va y avoir des répercussions qui sont énormes. Il faut être en mesure d'avoir le recul et d'anticiper ce qui peut arriver. À savoir, si lui fait mal son travail, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que j'anticipe? Comment j'apporte une solution? Et comment, en fin de compte, je ne me retrouve pas en défaut? Donc l'anticipation, ouais, ça sert à ça. Ça sert à bien lisser et à être sûr qu'en fin de compte, on ne va pas se retrouver en défaut. Et aussi l'anticipation bah, par rapport au marché, par rapport à nos offres, est-ce que c'est toujours d'actualité, notre communication. Là, la crise qu'on vient de traverser avec le Covid, bon là c'était impossible de l'anticiper, enfin on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait une crise comme ça sans précédent, que toutes les entreprises seraient fermées, enfin qu'on n'aurait pas accès au bureau, etc., etc. C'était impossible de l'anticiper. En revanche, ce qui était possible de faire, c'était bah, déjà de permettre à chacun de ses collaborateurs de travailler à distance. La plupart des boîtes qui aujourd'hui ont traversé la crise avec le moins de difficultés, c'est celles qui avaient effectivement déjà l'habitude de pouvoir travailler à distance et de ne pas forcément avoir besoin d'être tous dans le même lieu. Après, il y a aussi le secteur d'activité qui joue, on ne va pas se mentir. Nous, on a la chance d'être dans un secteur d'activité, même si on a eu de la perte. Hein. On a fait moins de chiffres, comme la plupart des entreprises. Et on a aussi des clients qui ont dû se rétracter ou décaler leur activité, ce qu'on comprend totalement. On a quand même un secteur d'activité, bah, comme je l'ai dit, où on peut continuer à travailler. Et donc, au final, sur la plupart de nos clients, on a pu continuer à délivrer les prestations sans aucune difficulté. Avec des aménagements, mais sans difficulté. Donc voilà, c'est pour ça que l'anticipation, pour revenir à la question de base, elle paraît vraiment importante. Je pense que c'est une qualité importante. Et je dirais aussi l'écoute. Je pense que c'est important de savoir écouter ses collaborateurs, même si par moment on est un peu coupé, forcément de fait, parce que bah, on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps, on n'a pas forcément les mêmes priorités. Mais c'est vraiment important, justement, si on veut être en mesure d'anticiper ce qui peut arriver et les éventuelles difficultés, les éventuels obstacles, c'est important d'être à l'écoute, justement, pour pouvoir prendre les actions, les décisions qu'il faut. Tu travailles avec une équipe de combien? Aujourd'hui, quelle est l'importance pour toi de ton équipe? Et comment se passent les échanges? Alors, l'équipe, aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, elle est un peu coupée en deux. Enfin, donc, on a à avoir l'équipe commerciale, donc voilà, comme on l'a déjà évoqué, et l'équipe donc réalisation de projet. Dans l'équipe commerciale, en fin de compte, on a deux types de commerciaux. On va avoir des commerciaux qui sont vraiment avec nous à plein temps, et on a des commerciaux que nous on appelle apporteurs d'affaires, c'est-à-dire qui ont soit une autre activité, soit qui sont salariés ailleurs, et en fait qui juste connaissent nos offres, connaissent nos services, connaissent notre façon de fonctionner et qui donc du coup bah, font un peu office de recommandation et nous ramènent des potentiels leads qui peuvent être intéressés en travaillant avec nous. Ça fait à peu près une dizaine de personnes aujourd'hui. Voilà, donc on a Djibril qui s'en occupe à proprement parler, qui fait à la fois le recrutement donc des commerciaux et des apporteurs d'affaires. Et on a Alexander qui travaille un peu main dans la main avec lui, qui lui gère au quotidien aussi cette équipe de vente. Et l'autre côté, donc on a la partie projet dont je m'en occupe principalement. Et on va aussi avoir bah, deux typologies, donc nos collaborateurs fixes qui sont là en permanence avec nous. Et on va avoir des prestataires et on travaille avec eux. Donc, que ce soit là, c'est plus en fin de compte ceux qui vont être sur la partie technique, par exemple des sites internet, architecture technique, etc. Où nous, on va plus s'occuper du design et de l'expérience client et de l'expérience utilisateur en interne. Et eux se chargent donc de l'intégration technique. Et on va aussi avoir, pourquoi pas, donc des photographes, des vidéastes, des. Des graphistes aussi en fonction de la charge de travail. On a quelqu'un en interne qui est graphiste, photographe, donc qui est a priori capable de gérer lui-même, mais quand ça nous arrive d'avoir
un trop grand nombre de clients simultanément, on fait appel à des prestataires. Voilà. Au total, on va aussi être sur une dizaine de personnes. Donc aujourd'hui, Neoline, c'est à peu près 20 personnes. Entre ceux qui sont là tout le temps et ceux qui sont simplement prestataires, c'est à peu près 20 personnes. Parce que même nos prestataires, en fin de compte, même s'ils ne sont pas là tout le temps, nous, on estime qu'ils font partie de l'aventure. Tu as déjà dû connaître pas mal de succès, mais également dû faire des erreurs. Tu peux un peu nous parler d'une erreur, par exemple, ou de ce que tu as apporté cette erreur, de ce que tu aurais pu faire différemment aujourd'hui avec plus de recul. Alors oui, totalement, comme tu le dis, des erreurs, je pense qu'on en a tous commis et que j'en commets bien évidemment personnellement pas mal, j'ai envie de dire, au quotidien, même si voilà, c'est pas des erreurs dramatiques, mais je pense qu'effectivement on en commet tous et c'est normal. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Ce serait pas une erreur, enfin en tout cas précise, mais c'est plus un défaut, j'ai envie de dire, qui a pu avoir et que j'ai pu avoir au sein de l'agence. C'est vu qu'on était là depuis le début et qu'on a vu les gens un peu arriver au fur et à mesure, des gens qui travaillent avec nous, et on est jeunes, effectivement, comme tu l'as dit, on n'est pas une équipe énorme, donc forcément on se côtoie au quotidien. Ça nous arrive même pour certains de se côtoyer en dehors du travail. Et donc, du coup, ça a créé une proximité. En revanche, et ça, on en discutait avec mon associé Djibril encore hier au téléphone, euh, par moment, et ça, je pense que ça va être un petit peu notre ligne directrice sur les prochains mois, par moment, on a un peu délaissé du coup le professionnalisme. C'est-à-dire que de par les liens qui se sont créés, de par la proximité qui s'est créée, le défaut de ça, en fin de compte, ça a été que par moment, euh, on avait des liens qui n'était pas forcément très clair du coup entre nous. Euh, il faut qu'on arrive à l'avenir, je pense que c'est un peu le défi, parce qu'on a tendance forcément à laisser, j'ai envie de dire, les sentiments, enfin l'humain, prendre le dessus, et que ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place et à inculquer un peu à tous les collaborateurs qu'on a, c'est de se dire, ok, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour la camaraderie entre guillemets, mais il y a un temps pour vraiment se focus et qu'on puisse tous atteindre nos objectifs. Moi j'aime beaucoup la cohésion d'équipe qu'on a, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse se soutenir les uns les autres et qu'on puisse également échanger sur plein de sujets. Ça, il faut pas y toucher. La dynamique collective et le fait d'adhérer à un projet commun, à une vision commune, c'est hyper important. Et c'est, je pense, en grande partie ce qui a fait le succès de Neoline jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive tout simplement à se structurer, nous, en interne, dans nos relations, du coup, entre collaborateurs. Parce que cet esprit euh, proche, personnel, au bout d'un moment, il n'est plus possible. Voilà, moi, j'ai travaillé dans un grand groupe, j'ai travaillé chez Renault. On est proche de ses collègues proches qu'on voit au quotidien, mais ne serait-ce que son directeur ou son chef de service, on le voit quasiment jamais. Parce qu'on est répartis dans des plateaux différents, à des étages différents, voire même dans des sites différents pour certaines entreprises. Donc du coup, voilà, cette proximité, au bout d'un moment, elle est plus possible. Et forcément, par les responsabilités qui vont avec le rôle de dirigeant, avec le rôle de manager, on est obligé quelque part aussi d'avoir une certaine distance, et même dans les choix et dans les décisions qu'on est amené à prendre pour l'entreprise. C'est-à-dire que ce collaborateur, même si en dehors du travail c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'estime, etc., peut-être que la décision que je dois prendre pour l'entreprise, pour le bien-être de l'entreprise et donc de tous les collaborateurs d'une manière générale, elle sera peut-être à court terme moins bonne pour lui. Si je veux être en mesure d'anticiper les évolutions de mon entreprise et si je veux être en mesure de prendre tout simplement les bonnes décisions pour la stabilité de tout le monde et la pérennité de l'entreprise, il faut que j'arrive à avoir cette distance, un peu comme le médecin, en fin de compte, avec son patient. Euh, pour ça que parfois, on va voir un médecin, on a l'impression qu'il est hyper froid, mais en fait, il est hyper froid pour lui se mettre une barrière. Et que si un jour vous êtes dans une situation difficile, etc., il sera en mesure de prendre les bonnes décisions pour vous parce que son but, c'est juste que vous alliez bien. Là, on est un peu le médecin de sa propre entreprise. C'est-à-dire que le but, c'est que l'entreprise elle aille bien, que donc, du coup, par effet ricochet, que tous les salariés aillent bien. Mais si je dois prendre une décision qui va à l'encontre de quelqu'un, c'est pas personnel du coup, mais c'est juste cette distanciation qu'il faut avoir entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et je pense que ça a été un peu une erreur. C'est un peu compliqué parce que je pense en tout cas que je suis assez dans l'empathie
Et il faudrait que j'arrive à avoir plus de distance. Et je pense que c'est le défi. Et je pense que la plupart des chefs d'entreprise diront ça. Notamment, en fait, c'est plus difficile quand on est en petit groupe comme nous que quand effectivement on est Renault et que, bon, en fin de compte, ces salariés, on les voit jamais. Donc voilà, effectivement, là, c'est plus. Faut pas tomber là-dedans. Notre but, c'est vraiment pas de tomber là-dedans et d'être dans un management ultra directif où parfois, voilà, il n'y a aucune communication entre les dirigeants et les collaborateurs et eux comprennent pas, enfin voilà, il y a des vraies mésententes. Non, le but c'est pas du tout d'arriver là et vraiment moi je vais tout faire pour ne pas en arriver là. Maintenant, il faut que j'arrive à entre guillemets savoir préserver les intérêts de l'entreprise et je pense que ça passe effectivement par ça. Donc là, on est dans ton bureau, on a un peu ta bibliothèque personnelle. Est-ce que tu peux nous Partager, c'est une bibliothèque partager? partagée. D'accord. Tu peux nous parler un peu de tes livres préférés, de ce que tu aimes lire? Alors, cette bibliothèque, effectivement, euh, bah, c'est aussi un peu le témoin de l'univers qu'il y a autour de Neoline Marketing et effectivement de la vision qui est un peu la nôtre. C'est-à-dire que tu vas retrouver à la fois des livres purement et simplement sur l'entrepreneuriat. Il va y avoir ce type de livre-là et après tu vas avoir des livres plus d'inspiration, j'ai envie de dire. Donc, on a l'autobiographie de Malcolm X, qui appartient d'ailleurs à Anthony, que j'ai déjà évoqué. Donc, celle-là, je ne l'ai pas lue, mais j'ai pour intention de la lire très prochainement. Un livre qui m'a beaucoup plu, c'est l'autobiographie de Phil Knight, donc le PDG et fondateur de Nike. Enfin, il est plus PDG aujourd'hui, mais en tout cas fondateur de Nike. De base, je suis un grand fan de Nike, il faut dire la vérité. Donc ça a joué dans le choix de ce livre. Mais on apprend beaucoup de choses sur la vision qui était la sienne de son entreprise et sur les étapes vraiment qu'il a traversées pour arriver à l'état dans lequel est Nike aujourd'hui et le mastodonte qui est Nike aujourd'hui dans l'entrepreneuriat de manière globale. Et ça dépasse même le cadre de l'équipementier sportif. Donc voilà, donc ce livre-là est très très intéressant. Et après, il y a le livre de Stephen Covey. Alors je sais pas s'il est là. Ah non, je l'ai pris, il doit être chez moi. Parce que je l'ai relu pendant le confinement. C'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc là, c'est un peu plus développement personnel, entre guillemets. Même si j'aime pas trop ce terme parce que maintenant c'est connoté avec beaucoup de choses qu'on voit sur YouTube. Donc, se développer personnellement, c'est une très bonne chose. Et à enrichir ses connaissances, c'est une très bonne chose. En revanche, le faire. Euh, ouais, c'est ça, en fait. C'est devenu, pour moi, un sale business. Parce qu'en fait, on vend aux gens du rêve en leur disant, en gros, lis mon livre ou viens à ma conférence et demain, tu vas rouler en Porsche comme moi. En fait, il y a un petit côté sectaire autour de ce développement personnel qui se met en place là où en fait bah voilà les personnes qui font ça ont juste des choses à vendre derrière et voilà c'est un peu la limite de ça mais voilà donc pour en revenir à la question de base ouais ces livres en tout cas ça fait pleinement partie de la culture néoline marketing aujourd'hui. Donc, tu as le côté vraiment développement professionnel, enrichir ses compétences, pouvoir évoluer personnellement et professionnellement, et le côté culture, passion, qui pour moi est fortement lié. Comment est-ce que tu t'auto-évalues? Est-ce que tu t'auto-évalues? Et sur quels critères tu te bases? J'ai pas de grille d'auto-évaluation prédéfinie. Maintenant, moi, aujourd'hui, ma principale priorité, entre guillemets, pour voir si je suis performant dans ce que je fais, ça va être deux choses. Ça va être la satisfaction des clients. Et donc ça, c'est la première critère d'évaluation. C'est-à-dire, est-ce que nos clients sont satisfaits? Est-ce qu'on délivre des prestations qui correspondent à leurs attentes et qui correspondent à ce qu'on vend, du coup? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être la satisfaction de nos collaborateurs. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est content de venir? Est-ce que justement, tout le monde fait correctement son travail? S'ils ne le font pas correctement, pourquoi? Si justement il y a eu une insatisfaction client, est-ce que c'est pas lié au fait que lui il se sente pas bien dans son poste et que donc du coup il a négligé certaines tâches. Enfin voilà, c'est encore une fois les fameux effets dominos qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ouais, ces deux critères-là ils sont importants pour moi, la satisfaction client, la satisfaction des collaborateurs. Et après, il y a un troisième truc qui est la croissance de l'entreprise avec le chiffre d'affaires, etc. C'est-à-dire, est-ce que les décisions qu'on a prises, elles ont été bonnes, elles ont été bénéfiques pour l'entreprise, elles ont été profitables. Voilà, donc ça c'est une chose, mais j'ai envie de dire que ça intervient plutôt quand même en troisième lieu.
Parce que j'estime que si on arrive à remplir correctement donc ces deux premiers objectifs pour moi, ces deux premiers critères, donc la satisfaction client et la satisfaction collaborateur, j'estime que a priori la croissance va être naturelle. Plus on aura de clients satisfaits, plus on aura de témoignages, plus on aura de recommandations, etc. Plus le bouche à oreille va se faire, donc forcément le chiffre d'affaires va augmenter. Et puis même ces clients-là qui sont satisfaits, ils vont être amenés à retravailler avec nous. Un client qui n'est pas satisfait, il ne reviendra jamais. Et il sera peut-être même détracteur. Alors qu'un client qui est content, qui est satisfait, bah, il va dans un premier temps peut-être vouloir retravailler avec toi à sa prochaine campagne de communication ou à la prochaine sortie de son produit, etc. Ou même de manière récurrente. Il va peut-être, on a des clients aujourd'hui avec lesquels on travaille tous les mois sur certains types de prestations. Et il va même être à même de te ramener d'autres clients. C'est-à-dire de dire autour de lui, bah voilà, j'ai fait mon site avec telle agence ou j'ai fait mon logo avec telle agence et ils bossent bien, etc. Donc, si la satisfaction client est au rendez-vous et si les collaborateurs sont bien dans leur peau, qu'ils effectuent bien leurs tâches, etc., bah, j'estime que la croissance, c'est pas que lié à ça, mais c'est forcément en grandement partie lié. Et justement, si les deux premiers points ne sont pas respectés, le troisième point, il peut pas fonctionner, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ouais. L'auto-évaluation aujourd'hui, voilà, pas de grille prédéfinie, mais c'est plus sur ces critères-là que je le mesure en tout cas. Pour finir, un conseil à donner à un entrepreneur qui voudrait se lancer aujourd'hui. Travailler avec No Line Marketing, c'est hyper important. Non, non, au-delà de la blague, même si c'est pas qu'une blague, vous pouvez travailler avec nous, on fera tout pour vous satisfaire, mais non, euh, il faut. Alors du coup, ça va faire développement personnel. Je vais me contredire. Mais non, ce qu'il faut, c'est se faire confiance, je pense. C'est-à-dire que si on a une idée, et moi je me replonge dans la réflexion qui était la mienne il y a 2 ans, du coup, à savoir est-ce que je me lance bah voilà, un peu en consultant, freelance, même si c'était avec Neoline, mais vous avez compris l'historique, ou est-ce que j'intègre directement une grande entreprise avec mon bagage, mon expérience, mon diplôme, etc. Voilà, donc je me replonge là-dedans et le conseil que je dirais, bah, c'est en fin de compte, il faut se faire confiance et surtout, il faut essayer d'aller vers quelque chose qui nous anime vraiment. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a, moi, mon expérience passée, quand j'étais dans un grand groupe, euh, j'allais au travail, j'aimais ce que je faisais, hein, c'était pas le bagne, mais il y a quand même certains matins où on y va à reculons en se disant pourquoi je fais ça, quel est le but, etc. Ma place, entre guillemets. Et c'est vrai, dans un grand groupe, on est remplaçable. Si je viens pas, c'est pas grave, l'entreprise, elle va continuer de tourner. Et ça, cette recherche de sens, de pourquoi je le fais, c'est hyper important, je pense, et c'est la chose euh, qui fait qu'on peut réussir ou ne pas réussir. Merci à toi Nicolas aujourd'hui, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis ben, tout le meilleur à Neoline, hein. Et à une prochaine, on l'espère. Très prochaine. Merci à toi.